Bonjour à toutes et à tous. Le temps est compté dans ce festival. Alors, nous allons commencer cette présentation. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Michel Pastoureau et Marie Elie pour nous parler d'un beau sujet, le corbeau. Alors, je commencerai par présenter, mais il n'est pas forcément nécessaire de vous présenter Michel Pastoureau, qui est bien connu non seulement des spécialistes, mais également du très grand public. Michel Pastoureau est archiviste paléographe. Il a soutenu en 1972 une thèse de l'École nationale des chartes sur le bestiaire héraldique du Moyen-Âge. Alors, Monsieur Pastoureau, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous occupez depuis 1983 la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Vous êtes depuis 2006 correspondant français de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, membre de l'Académie internationale d'héraldique, président de la Société française d'héraldique et de sigillographie, et vous enseignez à l'École du Louvre. Alors vous avez publié de très nombreux ouvrages, une quarantaine d'ouvrages, certains portant sur la couleur. Vous êtes un peu spécialiste de l'histoire symbolique de la couleur. Il y a un ouvrage qui m'a spécialement marqué, c'est L'étoffe du diable, une histoire des rayures et des tissus rayés. Et puis une autre de vos spécialités, ce sont évidemment les animaux, et je citerai rapidement quelques-uns de vos ouvrages sur l'ours, sur le cochon, sur la licorne, sur le loup, sur le taureau, et évidemment le sujet d'aujourd'hui sur le corbeau. Je rappellerai que vous pouvez encore écouter dans les podcasts de France Culture une série d'émissions passionnantes intitulée « Les animaux aussi ont une histoire ». Alors, Marie Elie, vous êtes diplômée du 2e cycle de l'École du Louvre et vous êtes spécialisée dans les arts du 19e et du 20e siècle. Vous avez rédigé un mémoire sur le paysage dans l'œuvre de Fabienne Verdier et sujet qui nous concerne aujourd'hui, la représentation du corbeau dans les arts du 19e siècle à nos jours dans la culture occidentale. Alors, je vous passe sans tarder la parole. Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous allons faire une intervention à deux voix. Je vais parler le premier, un gros quart d'heure, puis Marie parlera à son tour un gros quart d'heure, puis nous essayerons de dialoguer, puisque c'est un peu ce qu'on nous a demandé, et ensuite vous nous poserez des questions dans le temps qui reste, étant entendu que nous avons des suivants et qu'il faudra quitter cette salle à 16 heures. Donc pourquoi le corbeau ? C'est la première question qu'on peut se poser. Pour ma part, je travaille sur cet oiseau depuis ma thèse d'école des chartes. En effet, c'était un gros morceau dans ma thèse. Mais ça dépasse bien sûr le cadre du bestiaire médiéval que l'histoire culturelle du corbeau. Je crois que dans chaque, peut-être pas dans chaque, mais dans beaucoup de sociétés, il existe ce qu'on pourrait appeler un bestiaire central, c'est-à-dire un petit nombre d'animaux qui, sur le plan de la symbolique, de l'imaginaire, des croyances, jouent un rôle plus fort que les autres. En Europe, il y a une douzaine d'espèces qui prennent place dans ce bestiaire central depuis peut-être le néolithique, en tout cas la haute antiquité. Et le corbeau en fait partie. Non seulement il en fait partie, mais il est même dans le trio de tête quand on étudie les documents pour les époques historiques. La triade de tête, c'est l'ours, le roi des animaux dans les sociétés anciennes, le loup et le corbeau. Quand on est historien de l'Antiquité et du Moyen-Âge, en tout cas, ce sont ces trois-là que l'on rencontre absolument partout. Donc le corbeau est un oiseau particulièrement documenté, et ça continue au-delà du Moyen-Âge. Marie vous montrera en images d'abondants documents qui montrent que c'est un oiseau très souvent représenté. Mais c'est déjà le cas dans l'Antiquité gréco-romaine, c'est le cas au Moyen-Âge. Beaucoup d'images, beaucoup de textes, et qui vont tous dans le même sens, mais qui sont interprétés différemment. Le corbeau, c'est non seulement le plus intelligent de tous les oiseaux pour la culture européenne, mais aussi de tous les animaux. C'est ce que disent un certain nombre d'auteurs antiques, et c'est ce que confirment les expériences les plus récentes sur ce que nous appelons l'intelligence animale, pour prendre une expression commode. Pour beaucoup de tests
et d'expérience, il est au niveau des grands singes, et pour d'autres, il est devant les grands singes. Et ça, les auteurs de l'Antiquité le disent déjà. Pline le dit explicitement dans son Histoire naturelle. Alors, dans l'Antiquité, c'est un oiseau qui est l'attribut d'un certain nombre de divinités. On va voir qu'il est un des attributs animaux d'Apollon, parmi d'autres, mais un attribut extrêmement important, avec la légende de la belle Coronis, aimée du dieu, qui avait chargé le corbeau de surveiller la belle, qui malheureusement a été infidèle. Elle a subi la colère d'Apollon, elle a été mise à mort, et le corbeau, qui était un oiseau blanc, nous disent les textes, notamment Ovide, dans les Métamorphoses, est devenu un oiseau noir par punition. Mais il n'empêche qu'il est attribué de nombreuses divinités, non seulement dans la mythologie gréco-romaine, mais surtout chez les Slaves, chez les Celtes, chez les Germains. Je ne me souviens plus quelle est l'image suivante. À l'image suivante, nous restons chez les Romains, avec pas mal de textes qui nous parlent du corbeau chez les Romains, notamment pour souligner ses liens avec les pratiques de divination. Le corbeau, c'est vrai à Rome, mais c'est vrai aussi chez les Germains et les Celtes, c'est l'oiseau qui voit tout, c'est l'oiseau qui sait tout, c'est l'oiseau qui prédit l'avenir. Et Pline nous dit, probablement, c'est le seul de tous les animaux utilisés par les devins, le seul des animaux qui comprennent les présages qu'il transmet aux humains. Une phrase très, très, très importante. Donc chez les Celtes, c'est l'attribut du dieu Lugh, et il est associé à la fondation d'un certain nombre de villes qui sont des lieux de culte de cette principale divinité du panthéon celtique, qui est assez abondant, notamment ici Lyon, c'est la colline de Fourvière. Lugdunum, c'est le temple de Lugh, le lieu sacré où on rend culte à Lugh, mais il y en a d'autres. Hein. Londres, c'est la même étymologie, Loudun et d'autres encore. Et chez les Celtes, comme plus tard chez les Germains, d'ailleurs les deux sont cousins, c'est aussi un oiseau tutélaire qui protège un certain nombre de groupes, de clans, voire de guerriers. Voici un casque, comme je suis malvoyant, je ne vois même plus les légendes que j'ai rédigées, mais vous les voyez. Un casque très très ancien avec en cimier cette image d'un corbeau qui s'agite en faisant du bruit et qui doit non seulement protéger le guerrier mais effrayer l'adversaire. C'est un cas fréquent dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Et chez les Germains, on rencontre la même chose, Germains du Sud ou Germains du Nord, en Scandinavie, c'est l'attribut de la principale divinité, Odin, qui est accompagné de deux corbeaux qui parcourent le monde, qui lui rapportent tout ce qu'ils ont vu, qui se perchent sur ses épaules. C'est ce qu'on voit ici dans un document de l'époque moderne, bien sûr. Mais de nombreux textes soulignent le lien entre ce dieu très particulier. Odin, c'est un dieu omniscient, mais aussi coléreux, injuste, etc. Mais qui, comme les corbeaux, sait tout. Et ces oiseaux sont ces deux attributs principaux. Mais ils sont aussi, comme chez les Celtes et comme chez les Slaves, des oiseaux protecteurs, notamment pour les guerriers qui partent au combat, et qui possèdent, la suivante, Marie, voilà, des représentations de corbeaux sur leurs armes, sur un casque ici, on voit le nasal en forme de corbeau, on voit des images de corbeaux sur les boucliers, sur les épées, sur les cuirasses. On a ce qui va effrayer l'Église médiévale, des rituels qui, chez les guerriers, consistent à manger de la chair de corbeau ou boire du sang de corbeau avant de partir au combat. La suivante. Et on a également trouvé en Scandinavie, dans les tombes, un certain nombre de guerriers défunts enterrés avec des ossements de corbeau ou des crânes de corbeau. L'oiseau est psychopompe et il accompagne le guerrier dans son dernier voyage vers l'au-delà. Il est protecteur, ça se rencontre déjà au néolithique. Donc il y a vraiment une vénération pour cet oiseau.
et une vénération qui va effrayer le christianisme à ses débuts. Le christianisme doit lutter contre un assez grand nombre de cultes païens, notamment animaliers, mais il va faire la guerre fortement à deux d'entre eux, l'ours, le roi des animaux, et le corbeau. Et alors, cette guerre va prendre différentes formes. D'une part, tuer le plus grand nombre de corbeaux. À l'époque carolingienne, il y a des massacres entiers de cet oiseau pour essayer qu'il ne soit pas trop vénéré. Ou bien le diaboliser. Le corbeau entre de bonne heure dans le bestiaire du diable, bien que ce ne soit pas un nocturne et qu'il ne participe pas au sabbat, il est quand même une incarnation du diable. On va essayer, troisièmement, de le ridiculiser. Ça va être le rôle de la fable. On va reprendre la vieille fable du corbeau et du renard et souligner que le goupil, au fond, est plus intelligent que le corbeau, ce que semble dire la fable. Mais vous verrez tout à l'heure que le Moyen-Âge a apporté une explication à cette vieille fable qui va traîner jusque dans les recueils de La Fontaine et dans les cours d'école. Et puis, dernière stratégie, essayer de remplacer le corbeau, oiseau vénéré par les guerriers et les détenteurs de pouvoir, par l'aigle, un oiseau plus méridional. Et alors, pour le Haut Moyen-Âge, on a conservé beaucoup de représentations corviformes, notamment des fibules, des fermeaux, des objets de ce genre. On dit toujours aigle. Mais non, ce ne sont pas des aigles, ce sont des corbeaux, bien sûr, chez les Visigoths, chez les Francs, chez les Alamans, etc. C'est l'oiseau sacré, c'est l'oiseau vénéré. Et on peut étudier, siècle par siècle et décennie par décennie, presque, comment l'ancien corbeau sacré est devenu, pour le christianisme, une aigle, oiseau à signification fortement christologique. Ça n'est pas le cas encore ici, ça n'est pas le cas sur cette monnaie d'un royaume viking d'Angleterre du Nord. La suivante, Marie. On voit encore ce corbeau des Germains sur la brodée de Bayeux, sur cette bannière. Qu'on soit du côté normand ou du côté saxon, on est dans la seconde moitié du XIe siècle, le corbeau est encore bien présent comme oiseau tutélaire de ces deux peuples germains christianisé depuis longtemps, mais quand même qui voue encore un culte au corbeau. Il faut absolument lutter contre tout cela. Et finalement, au XIIe siècle, l'Église va réussir à imposer l'image de l'aigle à la place de celle du corbeau. C'est lorsque l'on crée les armoiries du Saint-Empire romain germanique, sous Frédéric Barberousse, puis plus tard sous Frédéric II, on passe du corbeau à l'aigle. C'est ce que montrent ces deux images. Ça a été difficile et ça n'est pas complet puisque l'aigle du Saint-Empire romain germanique, d'ailleurs le nom même dit romain et germanique, donc oiseau romain l'aigle, oiseau germanique le corbeau, on les fusionne en une seule figure et ça donne cette créature assez étrange, un oiseau qui a le corps de face et la tête de profil. C'est le corps de l'aigle et la tête du corbeau. Et ça va rester son image dans l'héraldique et dans l'emblématique occidentale jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas politiquement correct de dire ça, notamment à nos amis allemands aujourd'hui qui vouent un culte à l'aigle, mais l'aigle, en fait, est moitié aigle, moitié corbeau. Du côté des bestiaires, on a des images et des textes qui dénigrent énormément notre oiseau. On rappelle naturellement que la Bible lui est très défavorable, notamment la Genèse. C'est le second animal nommé par la Bible après le serpent dans l'épisode de l'Arche. Plutôt que de rapporter la bonne nouvelle à Noé, les eaux du déluge commencent de se retirer. Le corbeau préfère s'attarder à manger des cadavres, donc Noé doit lâcher la colombe. Ça va faire oiseau noir contre oiseau blanc, la colombe prise en bonne part, le corbeau prise en très mauvaise part. Et plus on avance au fil des siècles, plus le christianisme est méchant envers
corbeau, et pas seulement les textes émanant des pères de l'Église, des théologiens, des auteurs de bestiaires, mais dans les faits de langue et de lexique, toutes sortes de pratiques, de formules dévalorisent cet animal qui a été tant et tant admiré et vénéré par les peuples de l'Antiquité. Ça touche même le monde de l'ornithologie. La suivante, Marie. Oui, je crois qu'on est ici. Voilà, celle-ci. À partir du livre imprimé et du XVIe siècle, on a quand même beaucoup de textes qui parlent des oiseaux. Ce sont parmi les animaux les mieux connus, les mieux observés. On a des savoirs qui ne sont pas tellement éloignés des nôtres à partir du XVIe siècle. Le chapitre des corbeaux est toujours très très développé dans les ouvrages d'ornithologie au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Et ils lui sont toujours très 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 défavorables. C'est l'héritage d'une très très longue tradition qui commence très tôt. Je me souviens avoir découvert, quand j'étais jeune chercheur, il y a déjà longtemps, un texte particulièrement intéressant. Nous sommes au 8e siècle, il y a des missionnaires chrétiens qui vont évangéliser en Thuringe et en Saxe. Ils constatent que des païens mangent des viandes épouvantables qu'un chrétien ne mangerait pas. Alors ils écrivent au pape, ils lui disent on ne peut pas tout interdire d'un coup si on veut évangéliser. Qu'est-ce qui est le plus important pour interdire telle ou telle viande affreuse? Et le pape répond, on est au milieu du 8e siècle, surtout pas de corbeaux. C'est vraiment le pire de tous. C'est par là qu'il faut commencer. Et au 17e ou au 18e siècle, on a l'impression qu'on en est encore là. Surtout pas de corbeaux. Et l'image suivante, Marie. On est chez Buffon, avec l'histoire naturelle, immense succès de librairie. Et Buffon est très méchant avec le corbeau, comme il est très méchant avec tous les animaux qu'il n'arrive pas à classer. Buffon a sa propre classification, qui n'est pas celle des bestiaires médiévaux, qui n'est pas celle de Linné, qu'il déteste. Il a une classification à la Buffon. Et les animaux qu'il n'arrive pas à ranger dans son propre classement, il ne les aime pas. Alors il est très méchant avec l'ours, il est très méchant avec le cochon, mais il est très très méchant avec le corbeau. Est-ce que c'est un rapace? Est-ce que c'est pas un rapace? Il le range au dernier chapitre de la dernière partie consacrée au rapace, si c'est pas où le mettre. Et je crois que jamais on a été aussi hostile au corbeau que sous la plume de Buffon. Et pour le corbeau, c'est douloureux parce que Buffon, c'est quand même le plus grand prosateur français. Jamais personne n'a aussi bien écrit la langue française que Buffon, dont on fait des abrégés qu'on apprend jusque dans les écoles au 19e et au début du 20e siècle. Alors le corbeau, surtout le texte qui lui est consacré, circule énormément et ça contribue à accentuer le regard très mauvais porté contre cet animal, accompagné d'adjectifs épouvantables. Il est sale, il est charognard, il est mortifère, il est rusé, il est impie, il est vraiment tout ce qu'on veut. Ce catalogue ne cesse d'enfler au fil des siècles. Et Marie, maintenant, va vous montrer et expliquer ce qu'il en est au XIXe et au XXe siècle. Merci beaucoup, Monsieur Pastoureau. Je suis ravie de m'exprimer devant vous aujourd'hui. C'est assez impressionnant comment parler après Monsieur Pastoureau. Eh bien, on ne prend pas le même sujet que lui. Voilà. Alors, moi, mon approche, elle a été beaucoup plus centrée sur les images. Dans le cadre de mon mémoire de Master 2 à l'École du Louvre, je me suis particulièrement intéressée à la représentation du corbeau dans les arts du 19e siècle à nos jours dans la culture occidentale. Alors, pourquoi commencer au 19e siècle ? Parce qu'il y a des permanences indéniables qui sont très intéressantes par rapport à ce qui se faisait avant, mais surtout parce que j'ai cru voir, à partir du XIXe siècle, un certain changement dans la manière de représenter le corbeau. On ne peut pas parler véritablement de revalorisation, on parlera de peut-être reconsidération, ce qui m'a beaucoup intéressée, et c'est justement l'objet de mon travail, montrer comment à partir du XIXe siècle et jusqu'à nos jours, on a pu passer de représentations plutôt traditionnelles,
dépressive, extrêmement codifiée du corbeau, à une sorte de reconsidération de cet animal qui pourtant a été honni pendant plus d'un millénaire. Monsieur Pastoureau vient de vous l'expliquer brillamment. Alors, évidemment, dans un premier temps, il faut reconnaître que beaucoup de représentations, jusqu'à nos jours encore, restent tout à fait fidèles à cette dépréciation, devenue tout à fait traditionnelle. Il reste un oiseau noir, l'oiseau négatif, mauvais, voire diabolique. Et preuve en est que, en général, quand on associe les traits du corbeau à quelqu'un, c'est jamais véritablement positif. C'est souvent pour le qualifier de méchant, de mauvais, d'immoral. Et c'est surtout la physionomie au XIXe siècle qui s'en est emparée. Mais déjà au XVIIe siècle, je vous montre ici ce dessin de Charles Lebrun qui met en relation la tête d'un homme avec la tête d'un corbeau. Évidemment, il nous semble extrêmement peu aimable, peu sympathique. Et c'est justement ce qui est voulu. Sa laideur retransmet son immoralité, et c'est par les traits du corbeau, justement, qu'on peut voir de l'extérieur qu'il est immoral. Et ce dessin, il connaît un héritage tout à fait important, encore au XIXe siècle, puisque cet ouvrage, par exemple, de Sophus Schack, qui est un peintre danois, reprend ce dessin dans un texte tout à fait intéressant, où il décrit un homme qu'il a rencontré au cours de sa vie, qui était un homme tout à fait vicieux, tout à fait désagréable, et qui avait, comme par hasard, les traits d'un corbeau. Et cela a été particulièrement utilisé dans la caricature, le dessin de presse du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle. Des tranches de la population ont été véritablement associées à cet animal de manière récurrente, permanente. En Europe, c'était surtout le clergé et les juifs. Et puis, aux États-Unis, j'ai remarqué aussi quelques traces de cette association avec les Afro-Américains. Alors, j'ai pas pu vous montrer tout, évidemment. J'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer ces deux caricatures qui associent directement ou indirectement le corbeau au clergé. À gauche, vous en avez une où ce prêtre prend la forme du corbeau et avale ses petites filles pour en pondre de futurs clercs. Et à droite, le corbeau est plutôt un animal de compagnie pour ce moine qui est en train de se faire aseptiser par Marianne et le fier coq français. Alors évidemment, en termes de permanence, le corbeau reste un symbole de la mort, un symbole de la guerre. Vous en avez parlé, Monsieur Pastoureau, c'est encore vrai au 19e, au 20e et encore aujourd'hui. Il est très fréquent de le voir voler en nuée au-dessus d'un champ de bataille, de le voir posté sur des cadavres ou encore, il est figuré comme vraiment le symbole même, la personnification même de la mort ou de la guerre. Parmi tant de représentations que je pouvais vous montrer aujourd'hui, j'ai choisi celle-ci, La guerre, par le douanier Rousseau, où on oublie souvent qu'il y a ces 4 petits corbeaux qui sont en train de se régaler de la chair sanguinolente des cadavres de la guerre dans une représentation qui est extrêmement imprégnée du texte de l'Apocalypse, que le douanier Rousseau connaissait bien, et où les oiseaux qui mangent la chair des hommes est extrêmement présent. Alors certaines œuvres se sont même emparées de cette peur du corbeau, qui résulte justement de cette dépréciation qui date de siècles et de siècles entiers. Et comment ne pas penser, quand on parle de peur du corbeau, au film d'Hitchcock, Les oiseaux, qui n'a pas manqué de traumatiser des générations entières de spectateurs, moi y compris, je n'ai pas pu ouvrir mes fenêtres pendant 3 jours après ça. C'est un film magistral, vraiment, parce qu'il utilise justement le fait que les oiseaux les plus menaçants, qui sont des corvidés, donc des corbeaux et des corneilles et des goélands, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi les goélands, sont des animaux parfaitement familiers, qui sont parmi nous. Et si demain, il commence à se passer ce qui se passe dans Les oiseaux d'Hitchcock, nous sommes foutus. Et les corbeaux sont vraiment pas là par hasard, et c'est pas un hasard s'ils sont utilisés dans les scènes les plus terribles du film. Je vous ai mis ici la sortie de l'école, évidemment, que vous devez reconnaître. Si Hitchcock utilise les corbeaux, c'est parce qu'il l'a dit lui-même, il cherchait à représenter une peur primordiale, ancestrale et primitive que les corbeaux représentent parfaitement. On ne peut que s'accorder avec cela.
Donc tout cela pour vous dire qu'il est indéniable qu'il y a des représentations qui restent négatives du corbeau, évidemment. Mais ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il est indéniable que parallèlement à ces représentations négatives, s'imposent aussi des images de plus en plus neutres et banales de cet oiseau, voire des représentations franchement positives au fur et à mesure des années, et ce de manière particulièrement remarquable au XIXe siècle. Le développement de l'histoire naturelle, donc un petit peu après Buffon, on commence à être un petit peu plus objectif, mais aussi grâce au recul des croyances populaires et à l'intérêt que l'on porte au quotidien et aux animaux qui le peuplent, le corbeau est reconsidéré de manière un petit peu plus objective. Et cela, on le voit par sa présence accrue dans les paysages. Le paysage, ce genre pictural si important au XIXe siècle, puisque on commence à regarder la nature pour elle-même, à exclure l'anecdotique et représenter la nature telle qu'elle est. Et les corbeaux font partie de cette nature telle qu'elle est. Je vous montre par exemple ici ce paysage de neige par Charles-François d'Aubigny, ou encore ce paysage urbain, car les corbeaux sont aussi présents dans les villes, par Charles Méron, avec les corbeaux qui tournoient autour des gargouilles de Notre-Dame et que nous connaissons encore bien aujourd'hui. Puisque le corbeau est en réalité un animal familier depuis des siècles, c'est simplement qu'à partir du XIXe siècle, on commence à le représenter comme tel. Sachant tout cela, on regarde d'une manière un petit peu différente cette œuvre pourtant célébrissime de Van Gogh, Champ de blé au corbeau, qu'il réalise en juillet 1890, quelques jours avant qu'il ne se donne la mort. Alors certains ont aimé suggérer qu'il s'agissait là de son tableau testament, de son ultime toile, que les corbeaux étaient là pour présager son suicide imminent. Alors, la connotation funèbre de ces corbeaux est indéniable, puisque Van Gogh écrit à son frère Théo quelques jours après avoir réalisé cette toile qu'il cherchait à représenter, je cite, « la tristesse et la solitude absolue ». Bon, on est encore là-dedans, mais il faut quand même garder en tête que Van Gogh était un immense admirateur de Daubigny et de Millet, Daubigny que je vous montrais juste avant, avec le paysage de neige. Et Daubigny et Millet avaient eux aussi beaucoup représenté le corbeau. Et non pas pour une connotation symbolique particulière, au contraire, comme des figurants parfaitement normaux, quotidiens, des campagnes que Van Gogh se plaisait à peindre, et ce jusqu'à la fin. Alors une étape importante aussi dans cette banalisation de ce motif, à la fin du XIXe siècle cette fois-ci, c'est la place qui lui est accordée dans les arts décoratifs. Je vous parle plus particulièrement de L'animal dans la décoration, un ouvrage qui recense les planches décoratives de Maurice Pillard-Verneuil, qui est publié en 1897, où le très célèbre artiste Eugène Grasset écrit une introduction assez intéressante, qui en tout cas a été centrale pour mon travail, où il dit qu'il faut militer pour remettre sur scène les animaux qui jusqu'ici étaient délaissés par les arts, et plus particulièrement par les arts décoratifs. Et effectivement, parmi ces oiseaux, pas les oiseaux seulement, les animaux que Eugène Grasset cite, il y a la chauve-souris, le serpent, la souris, le rat, et bien sûr le corbeau. Et Eugène Grasset, il se trouve qu'il est parmi les premiers artistes décorateurs à accorder une place vraiment centrale aux corbeaux dans son œuvre. Il les étudiait d'abord extrêmement finement, comme en témoigne ce dessin, attentivement annoté, pour ensuite les simplifier, les styliser et en faire effectivement un motif décoratif, comme dans ce projet de marqueterie au milieu de votre écran. Cette pratique de la décoration perdure d'ailleurs encore aujourd'hui dans l'art contemporain. Je vous montre parmi tant d'autres ce papier peint par la créatrice de mode Barbara Ulanicki, où vous reconnaissez certainement Diablo, le petit corbeau de Maléfique dans La Belle au bois dormant. Et effectivement, ce changement dans la décoration, dans les arts décoratifs, j'y passe beaucoup de temps, mais vraiment, ça me semble tout à fait essentiel de voir qu'on passe d'un animal dégoûtant, vicieux, dont la représentation supposait forcément la condamnation, à un motif détaché quelque part de toute connotation, auquel on accorde une beauté certaine et un pouvoir décoratif certain. Alors au-delà de cet animal familier, quotidien, banalisé, le corbeau, il redevient aussi un animal particulièrement admiré
est fascinant à partir du XIXe siècle et revient quelque part à cette posture qu'il avait dans l'Antiquité où il était plutôt pris en bonne part. Et le point de départ de ce changement de sensibilité, il se trouve surtout dans le romantisme, ce mouvement artistique du début du XIXe siècle qui visait justement à renverser les valeurs, à faire du beau un intérêt premier, à faire de la mélancolie un sentiment recherché, célébré, et à faire de la violence un moyen expressif à part entière. Et effectivement, le corbeau, là-dedans, trouve une place nouvelle. Il est revalorisé, reconsidéré comme un animal surnaturel parce qu'il est psychopompe, on lui accorde des pouvoirs magiques, mais il est aussi fascinant que mystérieux. Et justement, dans cet arbre au corbeau de Caspar David Friedrich, il ne faut pas tout de suite se fier à l'arbre mort et au corbeau, puisque vous avez en arrière-plan un ciel qui semble s'éclaircir. L'arrière-plan est éclairé d'une lumière tout à fait diurne et qui nous incite à repenser ce symbole du corbeau comme symbole de la mort, comme un symbole plutôt de l'éphémère de la vie humaine qui suppose, dans l'œuvre de Friedrich, extrêmement imprégnée par le christianisme, de l'espoir de la vie éternelle. Le romantisme a aussi encouragé, et tout au long du XIXe siècle on le retrouve, les représentations de sorcières. Je vous montre parmi tant d'autres ce dessin de Félicien Rops ou encore cette image de Maléfique dont je vous parlais tout à l'heure dans le célèbre film de Disney, La Belle au bois dormant. Et le romantisme a aussi initié un regain d'intérêt particulier pour les légendes et les mythologies, l'histoire nationale, dans lequel Odin, dont nous parlions tout à l'heure, prend une place absolument centrale. Je vous montre parmi d'autres œuvres cette sculpture de Willem Engelhard où on retrouve les deux corbeaux, Hugin et Munin, posés sur les épaules. Alors cette sensibilité pour le corbeau psychopompe, je me dépêche parce que je suis toujours trop lente quand je parle de corbeau. Cet animal psychopompe, il est vraiment revalorisé de manière tout à fait centrale dans ce poème, le poème de Edgar Allan Poe, The Raven, le corbeau, qu'il rédige en 1845. C'est un épisode extrêmement bizarre où un homme torturé par la perte de sa bien-aimée est rendu fou par un corbeau qui entre dans sa chambre et qui répond à chacune de ses questions un mot terrible, nevermore, que Mallarmé a traduit plus tard par jamais plus. Donc cet homme lui demande: mais est-ce que je vais pouvoir revoir ma bien-aimée un jour, toi qui viens du monde des morts, peux-tu me dire si je vais revoir ma chère Lénore? Et le corbeau répond nevermore. L'héritage culturel de ce poème est immense, véritablement. Je n'ai même pas réussi à en faire le tour. Et il a été traduit en français par Baudelaire en 1853, puis par Mallarmé, je vous le disais, en 1875. Et c'est Édouard Manet qui illustre cette traduction par Mallarmé. Et on sent qu'il a lui aussi été extrêmement inspiré par l'aspect surnaturel du texte de Poe. Il fait de ce corbeau une masse noire à peine perceptible qui est toujours entourée d'une espèce d'ombre extrêmement inquiétante qui le rend effectivement surnaturel. Et pour finir, je parlerai de cette revalorisation. Comment est-ce que concrètement, au XIXe siècle, cette revalorisation progressive du corbeau s'est manifestée? Eh bien, de manière assez surprenante. Au tout début du XXe siècle, on commence à considérer le corbeau comme un potentiel compagnon de l'homme, comme un potentiel ami. Et effectivement, le corbeau, parce qu'il est très intelligent, vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage, Monsieur Pastoureau, est facilement domesticable. Et beaucoup de personnes, j'exagère, certaines personnes en ont fait un animal de compagnie. Et déjà, au XIXe siècle, il y avait le célèbre roman Barnaby Rudge par Charles Dickens, qui racontait les aventures d'un petit garçon et de son corbeau de compagnie, Grip. Eh bien, plus tard, en 1904, c'est Picasso qui représente cette nouvelle proximité possible entre les corvidés et les hommes, en représentant Margot, qui est la fille oh, ça y est, je perds le mot. En tout cas, c'est le chef du lapin agile à Montmartre, le dirigeant. Voilà,
le dirigeant du Lapin Agile à Montmartre, qui avait une corneille de compagnie et qui, ici, est représenté avec une tendresse qui m'a particulièrement bouleversée. Et cette tendresse, on la retrouve dans un film muet de 1929, La femme au corbeau par Frank Borzaghi. Je vous conseille vraiment ce film, il est accessible sur YouTube, c'est un vrai régal. C'est un homme qui est envoyé en prison et qui confie son amante à un corbeau pendant son absence. Et quelque part, le corbeau prend la place de l'être aimé. Et c'est extrêmement touchant de voir à quel point le corbeau peut prendre la place de l'homme dans un film auprès d'une femme, par exemple. Et cette proximité entre homme, femme, corbeau est particulièrement radicale ici, dès le début du XXe siècle, et se perpétue encore dans l'art contemporain, avec par exemple des figures comme Jim Dine ou Vladimir Velikovitch, dont je n'ai pas eu le temps de vous montrer des images malheureusement, qui ont fait du corbeau un animal totem, voire plus profondément un alter ego de l'homme. Alors, maintenant que tout ceci est dit, peut-être, Monsieur Pastoureau, serait-il temps d'évoquer, à propos de cette proximité, justement, entre les hommes et les corbeaux, ce que l'on connaît d'habitude très bien quand on parle de corbeaux, ce sont les fables, et plus particulièrement celle de La Fontaine. Comment est-ce que, à votre avis, alors qu'il est loué pour son intelligence dans l'Antiquité, on peut expliquer que dès Ésope, il est considéré comme un animal ridicule et sot? Pourquoi ? Je pense qu'il est trop intelligent et donc il faut absolument trouver un moyen de faire soupape pour que le système fonctionne bien. C'est d'ailleurs souvent le but de la fable. Hein. Les fables, ça ne doit pas du tout se lire au premier degré, surtout pas celle de La Fontaine que nous apprenons dès l'école primaire. Et donc, ce corbeau qui semble berné par le renard, en fait, trompe le renard. Et c'est ce que nous disent deux auteurs du XIVe siècle, au Moyen-Âge, qui nous expliquent que, en fait, le fromage était empoisonné et le corbeau le savait très bien. C'est pour ça qu'il l'a lâché et le goupil s'en est emparé. On peut aussi faire une autre lecture, là c'est l'historien des couleurs qui prend sa casquette, c'est-à-dire ne pas trop s'intéresser à la symbolique positive ou négative, mais s'intéresser à la circulation des couleurs dans cette fable. On a un oiseau noir qui lâche un fromage blanc qu'un animal rouge récupère au sol, hein, de la même façon que dans Blanche-Neige, par exemple, on a une jeune fille blanche comme la neige qui reçoit une pomme rouge que lui offre une méchante femme, genre sorcière, vêtue de noir. On peut trouver comme cela dans les fables et dans les contes. Le petit chaperon rouge, par exemple, petite fille vêtue de rouge porte un petit pot de beurre blanc à une grand-mère ou à un loup habillé de noir, et ainsi de suite. Donc il y a aussi un jeu de la circulation chromatique qui permet une lecture au deuxième degré. Oui. Et d'ailleurs, dans le domaine des images, j'ai pu remarquer au cours de mes recherches que cela devenait davantage une idée. Le corbeau et le renard devient tellement répandu en termes d'image. On sait très bien que quand on voit un arbre avec un corbeau avec quelque chose de blanc dans le bec, puis en dessous un renard dans une quelconque position d'attente, on est face à une interprétation de cette fable. Et cela a même mené à ce que certaines représentations omettent même le nœud, le nœud narratif de la fable, le fromage. Vous avez cette représentation de Marc Chagall qui omet complètement cette partie de l'histoire, ou encore cette installation par Patrick Tressé qui utilise davantage le corbeau et le renard comme une référence à la vanité et qui cherche justement à évoquer cette fable sans même la citer. Et ce que j'ai particulièrement apprécié regarder en ayant en tête cette fable de La Fontaine, c'est le domaine de la caricature. C'est absolument délicieux. Où, par exemple, ici, vous avez Louis-Philippe en renard qui essaye d'acheter
les votes des corbeaux. Ça se voit pas très bien sur mon image certainement, mais dans leur petit bec, ils ont leur bulletin de vote qu'il essaye de leur faire lâcher en leur donnant de l'argent ou des croix de la Légion d'honneur. Et j'ai été particulièrement intéressée aussi par un dessin animé, parce que faire de la recherche, c'est aussi regarder des dessins animés, The Fox and the Crow dans les années 40, où en fait les rôles s'inversent. C'est le corbeau qui est particulièrement intelligent et qui ne cesse de duper le renard, et le renard qui est trop gentil, trop naïf, et qui se fait battre à plat de couture à chaque fois par le corbeau. Pour terminer, peut-être très rapidement, parce que nous sommes très bavards, cette intelligence du corbeau, vous en parlez, je disais, dans votre ouvrage, et les scientifiques nous le montrent bien, a aussi pu lui porter préjudice quelque part, puisque c'est de corbeaux que l'on traite les délateurs. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu l'origine de cette expression, le corbeau, le délateur? Oui, ce sens figuré, un corbeau, c'est-à-dire un dénonciateur, un auteur de lettres anonymes, de coups de téléphone anonymes. La presse en parle encore de temps en temps. Pensez à l'affaire du petit Grégory, par exemple. Quelquefois, on avance que c'est le film de Clouzot, Le Corbeau, 1943, qui a créé l'expression, puisqu'il s'agit d'une histoire de lettres anonymes. Mais non, pas du tout. Le sens est beaucoup plus ancien. Le corbeau, comme sens figuré, on en a des traces déjà au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle. Ça signifie non seulement le prêtre ou le croque-mort, mais aussi l'auteur de lettres anonymes. Donc il faut remonter plus haut. Et la plus ancienne trace que j'ai trouvée de ce sens figuré de corbeau dénonciateur, c'est dans le langage de la vénerie, au XIVe siècle, dans des traités parlant de la chasse au renard. On compare déjà le corbeau à un délateur. Il dénonce l'endroit où se trouve le renard. Quand les veneurs ont perdu la piste du goupil, les veneurs n'ont qu'à lever les yeux vers le ciel et ils voient le corbeau qui suit la chasse dans les airs. Et soit volontairement, soit malgré lui, il indique au chasseur le chemin qu'il faut suivre pour trouver le renard. Donc il dénonce, il indique traîtreusement où se trouve son ami le renard. Donc ce sens figuré existe déjà au XIVe siècle, dans ce domaine particulier, la vénerie, mais peut-être qu'on pourrait en trouver des traces antérieures. Pour l'historien, l'histoire des mots, c'est toujours par là qu'il faut commencer, et l'histoire des sens figurés des mots, c'est toujours d'une richesse absolument exceptionnelle pour construire des systèmes de valeurs et déboucher sur l'imaginaire, les superstitions, la symbolique, sans tomber du tout dans l'ésotérisme. Et effectivement, pour avoir étudié beaucoup le film de Clouzot, je peux même rajouter que, pour ceux qui connaissent le film, c'est cette affaire de lettres anonymes qui met le feu, presque littéralement, à un petit village français et qui s'inspire en fait d'un fait divers dont s'inspire le scénariste Louis Chavance, qui s'est passé dans les années 20 dans la ville de Tulle, où en fait c'était une femme qui envoyait des lettres anonymes. Et pour bien confirmer que ce n'est pas avec le film de Clouzot que commence cette expression, le corbeau, cette femme signait l'œil du tigre. Et alors que dans le film de Clouzot, le délateur signe le corbeau. Et dans la première version du scénario, Louis Chavance avait imaginé que le délateur pouvait signer l'œil du serpent. Et ce n'est que plus tard, vraiment, à un stade assez avancé du film, qu'il a été décidé que ce serait un corbeau, en fait. Ni un tigre, ni un serpent, mais un corbeau. Donc, voilà, le corbeau n'est pas venu tout de suite pour le film Le Corbeau, bizarrement. Oui, d'une façon générale, aussi bien au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne ou à l'époque contemporaine, on admet que l'animal qui connaît le mieux l'être humain, c'est le corbeau. Il est toujours là, il observe, il s'adapte par rapport au comportement des hommes et des femmes qui l'entourent. Donc c'est probablement lui, en effet, qui nous connaît le mieux. Et la taille de son cerveau n'étant pas très grande, ses capacités cognitives et son intelligence remettent en cause tout ce que l'on sait sur les rapports entre la taille du cerveau et l'intelligence. Ce n'est pas un problème de taille ou de volume, c'est un problème de densité
des neurones dans un espace donné et de connexion des neurones entre elles, qui fait ce que j'appelle commodément l'intelligence. Évidemment, un scientifique serait horrifié par cette simplification, mais disons, c'est très dense chez le corbeau, peut-être plus dense que chez l'être humain, et aussi bien dans l'Antiquité qu'au Moyen-Âge, et peut-être aujourd'hui, on a peur de cette intelligence du corbeau. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent que l'être humain? En tout cas, depuis un tiers de siècle, j'allais dire, depuis une trentaine d'années, il est patent qu'il dépasse les grands singes pour beaucoup de tests sur l'intelligence et les capacités mémorielles et cognitives. Donc attention, hein, pensons toujours à Hitchcock dans le doute. Alors peut-être la parole à la salle. Voilà. Un immense merci pour cette présentation vraiment passionnante. Alors effectivement, je vais passer la parole à la salle. Je ne sais pas si ça va peut-être pas être très aisé de passer le micro au centre, mais est-ce que certains d'entre vous auraient des questions? Je vais un peu à contre-jour, voilà, pardon. Bonjour et merci beaucoup pour cette double communication. Une question anecdotique, mais pourquoi parle-t-on de corbeau en architecture, d'encorbellement, vous savez, ce système avec une sorte de modillon qui dépasse? Est-ce que vous avez une explication à ça? Quel rapport avec l'animal en fait? C'est un rapport formel, c'est-à-dire que ce qui dépasse semble former bec, quelque chose qui s'avance, et on a comparé avec le bec du corbeau, qui est l'oiseau par excellence. Ça se dit aussi pour un certain nombre d'outils qui ont une espèce de protubérance qui semble former un bec, et ainsi de suite. Dans le domaine de l'architecture et dans le domaine de l'outil, il y a, en matière de sens figuré, un bestiaire absolument extraordinaire dans toutes les langues. Ça existe déjà en latin, peut-être en grec, qui sont autant de documents d'histoire pour l'historien. Mais surtout, en architecture, ça pose le problème des rapports entre l'ornemental et le décoratif. L'ornemental, ça met un plan supplémentaire. Il y a deux plans quand on est dans l'ornement. Dans le décoratif, il n'y a qu'un plan. On est dans l'étendue, alors que dans l'ornement, on est dans l'épaisseur, en quelque sorte. Et le corbeau, au sens architectural, en fait partie. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas à lever le bras pour que je vous voie. Oui. Oui, merci pour votre intervention. La différence, alors on parle de corbeau, on parle de freux, on parle de corneille. Alors vous faites une différence. Et puis rappelez-nous un peu le rôle des corbeaux de la Tour de Londres. Alors je vais répondre sur la différence entre corbeau, corneille, freux. Alors par exemple, le corbeau de Pau par Manet, c'est un freux. Je ne me trompe pas, je pense. Sur l'arbre au corbeau de Friedrich, contrairement au titre, la physionomie de ces oiseaux semble plutôt être des corneilles, ces oiseaux drastiquement plus petits. C'est vraiment ceux qu'on a à Paris en ce moment, en fait. Ce sont surtout des corneilles qu'on a dans les villes actuellement. Et les grands corbeaux, pour le coup, sont beaucoup plus rares. Et dans ce dessin de Grasset, vous avez bien la différence. En haut, vous avez un grand corbeau et en bas, quelque chose qui ressemble plus à une corneille. Donc en fait, ce sont des espèces différentes, hein, tout simplement, qu'on a tendance à rassembler sous le terme de corbeau peut-être par méprise aussi et par manque de considération. Mais en tout cas, ce sont différentes espèces de corbeaux. Oui, l'histoire culturelle, ce n'est pas l'histoire naturelle. Et évidemment, l'histoire culturelle regroupe dans une seule catégorie, à laquelle on donne le nom commode de corbeau, des espèces que l'histoire naturelle distingue soigneusement, corneille, freux, choucas, etc.,
L'histoire culturelle simplifie un peu. Elle fait souvent de la corneille la femelle du corbeau. D'ailleurs, pour nous, public commun, disons, l'idée qu'il y a des corbeaux femelles et des corneilles mâles, ça fait bizarre. Hein. Évident que la corneille, c'est la femelle du corbeau pour l'histoire culturelle. En outre, ça laisserait entendre que nos savoirs ornithologiques d'aujourd'hui sont des espèces de vérités, alors que quand on est historien, on sait très bien que ces savoirs d'aujourd'hui, ça fera ricaner, voire rire aux larmes nos successeurs dans quelques siècles. Donc, prenons les classifications du passé pour ce qu'elles sont par rapport au passé et ne projetons pas nos classifications actuelles, sinon on va dire des bêtises. Alors, les corbeaux de la cour de Londres, ils sont très anciens, ils sont documentés tels qu'on les connaît aujourd'hui depuis le XVe siècle, par des documents comptables essentiellement, mais ils sont probablement antérieurs, avec toutes sortes de croyances ou de légendes qui expliquent que quand ils ne seront plus là, la ville de Londres n'existera plus. Et plus on remonte, plus on s'aperçoit que ça renvoie bien sûr au site qui est dédié au dieu Lugh, dont la tribu principale est le corbeau. Et donc ça vient de très très loin, c'est lié à la mythologie celtique. C'est un lieu où il y a présence de corbeaux, et au moins à partir du XVe siècle, présence physique de ces corbeaux de la tour de Londres. Et alors, ce sont des individus d'exception. Hein. Un corbeau, ça vit très longtemps, hein. Ça vit au moins 40 ou 45 ans. Mais ceux de la Tour de Londres dépassent parfois 80 ans, parce qu'ils sont choyés, protégés, dorlotés, nourris, soignés, etc. Donc ils ont des conditions de vie absolument exceptionnelles et des records de longévité dans le monde des oiseaux. En tout cas, on les connaît extrêmement bien. Ils ont un nom propre, bien sûr. L'étude des noms propres donnés aux animaux, c'est une branche de l'histoire culturelle particulièrement intéressante, et les corbeaux en font partie. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question ? Attendez, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez lever le bras ? Voilà, merci. Ma question est un peu stupide, mais aujourd'hui, le corbeau, c'est considéré comme un nuisible ? Qui vous dit ça? Ce sont les autorités municipales ou cantonales ou, non, le grand corbeau est une espèce protégée, au contraire, parce qu'il est en voie de disparition. Pour la France, on ne le rencontre plus que sur les collines de Bretagne et dans quelques espaces montagneux. En revanche, les corneilles et les freux abondent, mais cette notion de nuisible ou pas nuisible, c'est purement administratif et ça concerne le rapport avec les récoltes, les cultures, l'agriculture, la protection des richesses agricoles, etc. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire culturelle ou avec l'histoire ornithologique. Hein. Donc ce sont des décisions qui varient en plus non seulement d'un pays à l'autre, mais parfois d'une région à l'autre. Vous voulez ajouter quelque chose ? Peut-être terminer pour dire que, en fait, on se rend compte aussi que les corbeaux, au lieu d'être des nuisibles, pourraient potentiellement devenir dans les villes, où ils sont principalement considérés comme des nuisibles, quoique les campagnes se sont quand même pas mal plaintes du corbeau. Mais il y a une boîte, une entreprise qui s'appelle Birds of Change, qui vise à, je ne sais pas si vous connaissez cela, Monsieur Pastoureau, qui vise à faire comprendre à des corbeaux que s'ils ramènent un déchet qu'il ramasse dans la rue et qu'il le place sur une machine, elle va avaler ce déchet et lui donner une friandise en retour. C'est en train d'être développé, c'est extrêmement sérieux. Ça va être placé notamment au Jardin des Plantes. C'est une machine qui ressemble à une poubelle. Et en fait, le projet, c'est de montrer que les corbeaux sont capables de jeter leurs déchets, contrairement aux hommes, et qu'ils seront récompensés pour cela. Donc même, voilà, on est en train de reconsidérer même l'idée de nuisible. Ils vont devenir des acteurs potentiels de nos villes. Un grand merci à nos intervenants. Voilà, nous allons devoir quitter la salle et je vous souhaite une bonne continuation.